bonsoir à tous. On le trouve partout, hein. Il n'a jamais été aussi présent, aussi regardé. C'est un petit peu comme si on avait un besoin urgent de vérité, un besoin de comprendre, de décrypter le monde qui nous entoure. Le documentaire est devenu un besoin, même chez les plus jeunes d'ailleurs, hein, qui le traquent sur Internet, on les repère un petit peu partout. Alors justement, comment le docu s'exprime aujourd'hui, à travers quels médias, quel format, comment il s'adresse aussi à un public exigeant, mais aussi très volatile. On va en parler ce soir avec nos invités. Ils sont 6 autour de cette table, à commencer par vous, Chloé Andriès. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes journaliste indépendante pour Médor, mais vous faites aussi des docus, des films, etc. On va en parler. À vos côtés, Anne-Cécile Huard. Bonsoir Anne-Cécile. Bonsoir. Vous êtes aussi journaliste indépendante et vous avez choisi le récit pour vous exprimer dans un livre qui va sortir bientôt. On en parlera. À vos côtés, Romain David. Bonsoir Romain. Bonsoir. Comédien. Vous êtes ici pour nous expliquer que le docu se retrouve aussi parfois, et souvent même, je trouve, de plus en plus au théâtre, dans le monde du théâtre. En face, Anne Schiffman. Bonsoir Anne, vous êtes journaliste, vous lancez-vous dans le docu filmé. Judith Van Nistendal. Bonsoir Judith, vous êtes autrice et illustratrice de bande dessinée. Et puis Gregor Beck, journaliste radio. Bonsoir Gregor. Bonsoir. On peut entendre vos travaux sur Radio Campus, également sur la RTBF, dans l'excellente émission Par Oui Dire. Voilà, le mois du doc, il est annoncé pour novembre. Des films qui questionnent nos sociétés, qui questionnent nos modes de vie. Et quand on regarde la programmation, on retrouve principalement des thèmes qui font l'actualité. L'écologie, évidemment, la migration, la place des femmes ou encore l'enseignement. Parmi les films projetés, le vôtre, Anne Schiffman, co-signe avec Chergui Karoubi. On va regarder un teaser, une bande-annonce. Ça s'appelle L'école du changement, puis on en parle juste après. En arrivant ici, vous avez peut-être vu à l'entrée, sur les panneaux qui sont sur les grilles là-bas, le slogan, je dirais, de l'école qui est « Apprendre pour être libre ». On est dans une école où vous allez être les acteurs. Vous êtes au centre. Où on est. Alors, tu crois qu'on fait quoi? On avance. Donc on continue? On est où? On est tout droit. Tout droit. Okay. T'es d'accord avec ça? Oui. Notre fil conducteur de l'année, c'est travailler sur base de projet. On va faire un petit tour. Vous me dites un peu comment ça va? Ça va. Ça va très bien. Juste l'école, on peut dire, expliquer en un seul mot, c'est qu'elle est ouverte. On est content de venir chaque fois à l'école. Ok, je t'écoute. Il fait trop chaud en classe. On dirait qu'il nous prend un peu pour des grands. On a le choix de choisir. Et je ferme la minute de silence. Alors, 2586,8. Du coup, ici, la distance, c'est ça. C'est tout simplement les voir prendre du plaisir à apprendre. C'est vraiment l'un des piliers de l'école, c'est grâce à l'autonomie et on nourrit notre propre curiosité. Ça ressemble à la façon dont un prof de physique rêve d'enseigner la loi des leviers, quoi. Ouais. Le retour à un enseignement traditionnel. Moi, si j'arrête ici, j'arrête l'enseignement. Voilà, L'école du changement, un film, donc un documentaire filmé qu'on pourra voir dans le courant du mois de novembre, c'est bien ça, Anne Dans Schiffman? le cadre du mois du doc, oui. Voilà, alors ça dure combien de temps plus ou moins ce film, la durée du film? Alors, pas plus ou moins, ça dure 90 soyons minutes précis, exactement, oui, voilà. Si je vous pose la question, c'est parce que vous avez longtemps travaillé dans la cellule news de la RTBF, où là on faisait des sujets quoi, de 1 minute 30, quand on dépassait 30 minutes, 30 secondes, on vous tapez sur les doigts? Ça fait longtemps que j'en ai plus fait, mais c'est vrai que le format habituel c'était 1 minute 30, 1 minute 40, mais aujourd'hui, même à l'intérieur du journal, que ce soit à la RTBF, mais dans d'autres JT, il y a de plus en plus de formats longs, justement, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a besoin de plus de temps. Ouais. Est-ce qu'on peut déjà dire, quand un format va dans les 3 minutes, 4 minutes, que c'est un documentaire en soi? C'est quoi finalement un documentaire? C'est une question qu'on peut se poser. Alors habituellement, c'est vrai qu'il y a toujours cette grande question, la différence entre le documentaire et le reportage. L'idée du documentaire, c'est qu'en fait, finalement, on peut prendre... on ne se doit pas de tout raconter. On prend un point de vue, un angle, et on décide... on ne doit pas être objectif comme on est censé l'être quand on fait du journalisme. Ah, c'est important ça. Ça veut dire on peut prendre le parti, par exemple, dans notre documentaire L'école du changement, clairement, on a eu envie de faire un film positif. Et donc l'idée, c'était de montrer des projets
positifs, qui marchent bien. C'est des nouveaux projets d'école qui veulent un petit peu changer les choses. Et c'est pas de faire une enquête sur tout ce qui existe, de montrer ce qui va bien, ce qui va pas. C'est prendre le parti de montrer un exemple d'un nouveau projet. Et c'est vrai que quand on regarde le film, on se dit d'emblée qu'on a pris le parti de montrer, on adhère au projet. Ouais, donc il y a une subjectivité assumée, c'est ça que vous êtes en train de dire, ce qu'on ne retrouve peut-être pas, normalement on ne doit pas trop trouver dans le news. Vous êtes toutes les deux aussi journalistes indépendantes, mais voilà, cette subjectivité-là, c'est quelque chose que vous revendiquez aussi dans vos travaux, dans ce que vous présentez. Vous, c'est chez Médor, je vais montrer, il est sorti au mois de septembre, plus ou moins, que Andreas. C'est complètement subjectif, ça? Mais en fait, je crois que le journalisme, je n'ai pas objectif, et je pense que l'objectivité est un leurre total. Ah oui, moi je suis convaincue, pour moi c'est évident, l'objectivité n'existe pas, pour la simple et bonne raison qu'on est tous un jeu qui regarde le réel, et donc on est subjectif. Après, je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas pour la démarche de Médor, donc nous on est un magazine d'investigation et de récit. Trimestriel. 300 ans. Oui, et je pense que la question, c'est une question de responsabilité, de comment on regarde le monde, comment on aide à décoder le monde. Et donc, effectivement, on va avoir un point de vue, mais nous, notre démarche, c'est d'essayer de prendre le temps. Et je pense qu'effectivement, le temps, il est quand même important. Et aussi d'être honnête et d'essayer quand même de pas faire forcément le tour de la question, mais d'être honnête sur la position qu'on a au moment où on l'a, et d'essayer quand même d'être au plus proche des faits. Voilà, de rester honnête par rapport au point de vue choisi au début. Et honnête par rapport aux faits aussi. Et par rapport aux faits. Par rapport au temps, par contre, vous lancez aujourd'hui même un site internet. Est-ce que ça ne va pas accélérer un petit peu justement le rythme de Médor? Ah oui, alors c'est vrai que le web, c'est ce qui fait très peur à un média comme le nôtre. Mais en fait, nous, on s'est dit justement, on prend le web pas pour une plateforme qui justement nous mettrait dans une forme d'urgence. Il faut l'alimenter quand même, Chloé. Mais en fait, nous, le web, pour nous, ça ne change pas du tout notre façon de voir les choses et de concevoir le journalisme. On veut essayer de le prendre comme un nouvel outil. Un outil, et justement, qui nous permette de ne pas céder. Ce ne sera pas un site de news, clairement, le site de Médor. C'est plus un outil qui nous permet de raconter le réel autrement et de trouver d'autres moyens de raconter le réel en utilisant les spécificités de l'outil web. D'accord. Alors, une lenteur, mais dans le bon sens du terme, revendiqué. Anne-Cécile Huard aussi, vous avez travaillé sur des articles plus courts dans le news également, si je me souviens bien. Ouais. Là, vous nous sortez un récit, ça s'appelle Le Mourir la nuit. On est carrément dans... Donc le livre n'est pas encore sorti, il sortira dans quelques semaines, mais on est carrément dans du long terme. Oui, du très long terme, puisque j'ai commencé ce documentaire écrit, on va l'appeler comme ça, mais qui se lit vraiment, je pense, comme un roman. En 2012, voilà, alors j'ai suivi 2 affaires criminelles de l'intérieur, donc aux côtés des enquêteurs et des experts, des juges, donc de la découverte des 2 corps jusqu'au procès d'assises. Ouais. Mais qu'est-ce que ça apporte en plus alors que d'en faire, je sais pas, peut-être pas un article ou peut-être pas un sujet de 1 minute 30, mais un article dans Médor ou voilà. Là, je sais pas, il y aura peut-être 200 pages, 200... Oui, 260 pages. Voilà, 260 pages, soyons précis comme un voilà. Mais c'est la première fois que je faisais ce genre d'exercice, parce que d'habitude, effectivement, on est contraint dans un certain nombre de signes. Et là, j'avais l'opportunité justement de me lâcher, entre guillemets, mais donc d'aborder vraiment, d'aller peut-être plus loin dans certaines descriptions ou dans la psychologie des personnages, qui sont des personnes réelles. Avec la tentation de la fiction, quand même, qui est là, non? Non, après, je pense vraiment que ça se lit comme un polar, avec une structure, une narration, une mise en scène, vraiment. Un peu comme dans une série, sauf que tout est vrai, quoi. Voilà. C'est là la différence entre le roman et le récit, on est plus dans le récit. Alors dans Médor, il y a des illustrations aussi, vous travaillez en binôme, hein, ça vous l'avez toujours voulu dès le début, donc il y a un journaliste et puis il y a un illustrateur, une illustratrice qui travaillent un petit peu en concomitant, c'est bien ça, on est d'accord? Oui. On essaye de créer vraiment des duos, voire des trios de production d'informations et de sens et de récits, quoi. Donc, vous allez garder ça sur le web également?
Oui, c'est quelque chose. Mais on veut explorer aussi vraiment les outils du web, par exemple, et sur des sujets comme par exemple le sexisme et le journalisme, on a fait un papier classique, on va dire, dans le papier, mais sur le web, on va sortir un mur de témoignages pour essayer d'explorer vraiment en fait les outils du web pour créer encore une nouvelle façon de raconter le réel et de pousser les gens à venir aussi peut-être plus nous dire ce qui les préoccupe. Okay. Ça vous paraît intéressant, Romain David, ce genre de journalisme, vous qui êtes comédien un petit peu dans un autre monde? Non, c'est vrai. Bon, là, au théâtre, on fait aussi des enquêtes. On va aussi sur le terrain, on essaye de donner un certain point de vue, on ne nie absolument pas qu'il y a une subjectivité, puisqu'évidemment on est nourri de nos subjectivités. Mais c'est vrai que c'est une petite différence, c'est qu'au théâtre on donne toujours une représentation du monde. Et donc d'une certaine manière on choisit de montrer le monde. La subjectivité est vraiment assumée. Peut-être plus qu'en effet dans le journalisme, on entend souvent, c'est vrai, là vous ne le dites pas, mais c'est vrai que souvent les journalistes moi je trouve qu'ils se cachent derrière une forme de neutralité, alors qu'en fait on sait qu'il n'y a pas de neutralité et qu'il n'y a pas tout à fait d'objectivité. Même le jour, par exemple, il y a de plus en plus de chaînes d'infos continues, il y a une nouvelle chaîne en Belgique qui a été lancée, là on est vraiment dans le journalisme, il faut y aller, quoi. Ça sort tout de suite, on est un petit peu aux antipodes de ce que vous faites, non? Je sais pas, Anne Schiffman. Oui, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, je pense que Chloé a raison de opposer objectivité, pas objectivité. C'est vrai que c'est peut-être pas le principal et l'essentiel. L'essentiel, c'est le temps, c'est vrai, forcément que quand on doit donner une info, raconter quelque chose en 2 minutes et de l'avoir fait le matin pour le midi ou en tout cas pour le jour même, c'est fondamentalement différent que ce qu'on fait nous ou ce qu'on a fait nous ici, où on a pris le temps d'être en immersion dans un endroit avec des gens. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est complètement différent. Donc le temps, c'est important. Le temps radio, on l'a aussi, Grégor, j'ai l'impression. Oui, le temps, pour moi c'est important. Et en fait, j'ajouterai un troisième élément. Allez-y. Parce que donc on a cette question de subjectivité, mais c'est un regard d'auteur et c'est aussi peut-être une liberté qui a des contraintes aussi, mais d'exprimer les choses d'une certaine manière, quoi. C'est aussi de choisir sa forme. Ouais. C'est sûr qu'une forme journalistique est peut-être déjà plus encadrée. C'est vrai que, par exemple, dans ce qu'on voit dans Médor, il y a une recherche aussi à ce niveau-là pour aller un peu au-delà des formats habituels dont on a l'habitude. Alors, vous parlez de la forme et on parlait du binôme avec des illustrateurs. La bande dessinée, Judith, elle est de plus en plus, je trouve, avec dans le giron, si je puis dire, du documentaire, notamment chez Casterman, ils ont sorti Le Combattant, là c'est du documentaire pur. Je suis qui, je suis quoi. Au Lombard, il y a aussi une collection, La Petite Connaissance des Savoirs, vous connaissez son nom. Oui. Et vous sortez au Lombard Pénélope, les 2 vies de Pénélope, que vous présenterez d'ailleurs ce soir à Passaporta. Là, vous suivez. Là, on est dans la subjectivité, mais quand même, il y a une enquête. Ouais. Mais vous avez suivi des médecins qui travaillent dans des organisations humanitaires. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été invitée un jour, sans l'avoir cherché, par un journal de Standard, le journal néerlandophone de Standard, pour faire un reportage sur les camps de réfugiés en Grèce, donc sur l'île de Lesbos. Et j'ai dit tout de suite oui, parce que j'étais en train de travailler juste sur une histoire d'un médecin qui va travailler dans les zones de guerre. Et je n'osais pas... Elle travaille en Syrie, cette chirurgienne dans ma BD, et je n'osais pas aller en Syrie. Ça me faisait trop peur, j'avais l'idée d'y aller, et je me disais non, ça je ne fais pas. Et donc j'ai utilisé l'occasion pour aller dans les camps. Et je suis rentrée dans un camp où on ne peut pas rentrer comme journaliste. Et là, le pouvoir du dessin, il vient vraiment en force parce qu'on ne peut pas prendre une caméra, ni de GSM, rien du tout, on n'a que ses yeux. Ouais. Et donc on peut faire des photos, des films entiers avec ses yeux et ressortir du camp et dessiner. Et donc ça, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait exactement ça, dans une subjectivité, mais totale. Vous n'êtes pas journaliste de toute manière. Du tout. Non, je ne serais pas capable. Mais on a bien compris, comme pour Romain notamment au théâtre, que des artistes peuvent aussi enquêter, il n'y a pas de raison, aller voir ce qui se passe sur place et puis, je pense que redonner leur vision. Je pense que c'est important, c'est urgent, c'est important qu'ils le fassent. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ont la force de l'art.
on sait utiliser les mots, les images, le corps d'une façon artistique qui donne une force émotionnelle à la chose. Et je pense que c'est important que les artistes font ça. On voit vos planches qui sont en train de passer. On voit que ça, c'est du livre. Oui, ça, c'est pas le reportage que j'ai fait. Oui, tout à fait. Mais c'est donc cette histoire de Pénélope, ce chirurgien qui revient après avoir été en Syrie. Oui. Elle est hantée par le fantôme. Un fantôme. Elle ne se sent pas trop bien. Voilà. Hanté par un fantôme, on peut le montrer en dessin, vous le montrez, le fantôme. On peut le décrire dans un récit. On peut le montrer au théâtre aussi. En journalisme pur, si je puis dire, en film, tout ça, c'est déjà un peu plus compliqué, quoi. Il y a quand même des codes, non? C'est par la voie du témoignage. Quelqu'un peut raconter qu'il est hanté par un fantôme. Ça, oui, je pense que la force du témoignage peut servir à ce moment-là, de la même manière. D'ailleurs, je l'ai vécu parce que une amie à moi qui est médecin, elle a lu le livre et elle m'a dit « Mais moi, j'ai tout le temps ce fantôme avec moi. Elle serait un témoin fantastique pour témoigner de ce sentiment de fantôme qu'on amène de la guerre. » Donc, je pense que oui. Il y a les visions, il y a les sons aussi. Ah, oui. Et ça, c'est très fort, je trouve, les sons. Chaque fois qu'on... Je sais pas ce que vous en pensez, chaque fois qu'on est plongé comme ça dans un documentaire, un reportage sonore, parce qu'alors, on est dans sa voiture, dans sa cuisine, peu importe où, et tout d'un coup, on est immergé. On va en parler, Grégoire. On va écouter d'abord un son que vous avez fait. Vous pouvez nous décrire en 2 mots, nous situer le contexte? Là, on n'est pas loin d'ici. On est au cimetière de Laken. Non, en fait, on n'est pas au cimetière de Laken. Au cimetière d'Anderlecht. Et après, on va aller au cimetière de Laken. Mais ça, vous n'entendrez pas. Et donc, je suis là avec le conservateur du cimetière de l'époque. Et je m'intéresse un peu à ce qui se passe de nos corps après la vie. Voilà. On parlait de fantômes, voilà. On va écouter le tout début de ce reportage. Cet endroit est super bizarre. Là-bas, ça n'a pas d'âme. Là, il y a le l'IKEA, un peu le vieux industrie autour du canal, un petit réserve naturelle, le Cora. De terre, de pierre, de poussière. Une balade sonore de Gregor Beck. Première partie, une garantie d'éternité. Voilà, puis ça continue évidemment, c'est même des formats assez longs souvent, dans l'émission notamment par Oui Dire. On a entendu de la musique derrière, il y a les cloches, il y a tout un travail quand même presque de mise en scène aussi quelque part. Oui, de reconstruction du son en fait, de créer une ambiance, on entend des bruits derrière, évidemment tout ça est remonté, donc c'est pas il y a le son direct, mais il y a des choses qui sont rajoutées dessus. Mais ça veut dire que vous impliquez un sentiment peut-être chez l'auditeur. Si vous mettez un son grave avec des pas dans un cimetière, on se dit oula. Mais surtout de la musique. La musique, c'est vraiment le premier vecteur d'émotion, on peut dire, ça induit quelque chose. Est-ce que ça veut dire alors qu'on est toujours dans le documentaire ou on bascule tout doucement dans quelque chose qui est plus proche d'une fiction? Alors là, pour moi, on est vraiment dans le documentaire parce qu'on est vraiment ancré dans le réel et dans une histoire vraie avec des gens qui ne sont pas fictionnalisés. Mais pour répondre plus largement, je pense que souvent, la frontière entre la fiction et le documentaire est étroite, quoi. Et parfois la fiction elle-même peut devenir documentaire aussi. Et ceux qui font la fiction aussi peuvent être emballés par le documentaire. On va voir un extrait de Sans frapper, c'est un documentaire d'Alex Poukine que je vous conseille vraiment, que je crois qu'on peut voir aussi dans différents festivals en ce moment. C'est sur le viol et le dispositif du film est assez particulier. C'est à partir du témoignage d'une personne qui a été violée plusieurs fois, mais c'est pas elle qui témoigne, ce sont des comédiens, des comédiennes, et aussi des violeurs ou des victimes, des personnes violées également. Et parfois même les comédiens sont submergés soit par l'émotion, soit par leur propre vécu ou connaissent quelqu'un qui a vécu tout ça. On va regarder un extrait, ça s'appelle Sans frapper, c'est signé Alex Poukine. J'arrive pas à commencer, mais je vais y arriver. Et là, c'était la 2e fois. C'était la plus violente. Je sentais plus rien. Je regardais la scène depuis le plafond. Je pense même que c'était dans la nuit qu'elle m'a réveillé en pleurant. Et
c'est tout à fait vrai. Il y a des bouts entiers que j'ai oubliés. Moi, ça m'est arrivé, c'est tout petit bout de ma vie. C'est 5 minutes, 6 minutes de conscience. Et donc, à un moment, je me suis raconté, je peux bien gommer 5-6 minutes de ma vie. Aussi, tous les ans, aux alentours du mois d'avril, je commençais à perdre pied. Et au mois de mai, je switchais complètement, là, tout foutait le camp. Et je démissionnais, en fait. Je détruisais tout. Début mai, tout foutait le camp. J'ai démissionné. J'ai détruisé tout. Voilà, alors là c'est troublant parce que c'est un mélange de comédiens, de comédiennes, de gens qui ne sont pas des comédiens. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. On est dans quelque chose qui est réel, qui s'est réellement passé, mais qui est dit par d'autres. C'est encore une autre forme de montrer une certaine réalité. Romain, parce que vous êtes comédien. Oui, moi ça me fait penser à la question de la reconstitution. Parce que par exemple dans le Nimis Group, qui est un collectif de théâtre qui a traité des politiques migratoires européennes, on a travaillé avec des personnes qui étaient demandeurs, demandeuses d'asile. Et donc, à un moment donné, pour la reconstitution des scènes d'interview au CGRA, donc quand les personnes doivent décrire ce qui s'est passé durant la période d'exil, moi, en étant citoyen et acteur, je n'ai jamais été face à un intervieweur du CGRA. Par contre, la personne avec qui je joue, avec qui je travaillais, qui était demandeuse d'asile, le savait. Et donc, elle l'a vécu. Elle l'a vécu. Donc, la construction de la scène s'est faite en me donnant les indications de comment est-ce que le personnage que j'allais incarner avait procédé durant l'interview. Donc c'est une reconstitution sur base d'un souvenir et en effet sur base de quelque chose, parce que tu disais il faut que les artistes aillent sur les lieux, fassent des enquêtes. Non, je dis pas ça, il faut qu'ils parlent. Oui, il faut qu'ils parlent. Moi je crois qu'il y a un des enjeux, c'est en effet de parler des endroits que personne ne peut voir. Oui. Et en effet, c'est le lieu justement du théâtre, c'est le lieu du cinéma, de la BD, de l'écriture. C'est de permettre à peu près tout le monde de voir ce que personne ne peut voir a priori. Ouais. L'imaginaire est souvent proche aussi de ça, mais je ne sais pas si quand on oui, Chloé Andrés. Oui, non, moi ça m'évoque juste quelque chose de très personnel, c'est que même je trouve en tant que journaliste, nous on a une responsabilité, et en fait en tant qu'auteur et autrice ici, je pense qu'on a vraiment une responsabilité aujourd'hui à savoir comment on raconte le réel, et notre responsabilité elle passe pas forcément par quelle forme on choisit. Je pense que la forme elle peut être au service de ce qu'on a à dire, mais l'important c'est d'être vraiment honnête par rapport à ce qu'on a à dire au moment où on le dit, et donc on peut choisir à un moment le docu, on peut choisir à un moment la fiction si on estime qu'il y a une urgence à raconter telle chose mais qu'on ne peut pas la raconter autrement, et en fait on est aussi à un moment où les frontières peut-être explosent et où c'est chouette aussi d'innover, d'essayer de créer des ponts entre différents médias pour raconter et décoder et pourquoi pas bousculer aussi la société. Oui, dans une autre vie, j'avais interviewé Benoît Mariage, qui est le réalisateur de Les Convoyeurs de nombreux striptease. Et alors, il disait, voilà, je trouvais que c'est intéressant, il expliquait que avec le réel, on essaie souvent de faire de la fiction, on essaie que le documentaire ou ce que moi j'ai fait, tout est vrai, mais on a envie d'un peu imiter la fiction. Et dans la fiction, on essaye que ce soit vrai, de faire du oui, voilà. C'est le contraire en fait. Voilà, exactement. Je trouvais ça intéressant. C'est pas faux. On parlait de théâtre. Il y a un souci effectivement d'enquête. Vous avez parlé là des gens que vous rencontriez. Il y a un spectacle qui a marqué le public en début de saison au Théâtre National. C'est La Mémoire des arbres, sur une ville complètement cachée, oubliée au fin fond de la Russie, où il y a eu des déchets, des explosion nucléaire, enfin c'est assez épouvantable et ça continue encore jusqu'ici. Je vous conseille d'aller voir ce spectacle d'ailleurs. Fabrice Murgia est allé sur place avec son équipe enquêter, faire vraiment des interviews, un travail de journaliste, et puis a remis ça sur la scène du National. On va écouter un petit peu comment il a travaillé, Fabrice Murgia. La catastrophe de Kishtim est la troisième catastrophe nucléaire la plus importante au monde. Et il est clair que dans les zones rurales autour de la ville fermée, la ville secrète dans laquelle elle s'est passée, il y a des personnes qui ne sont pas au courant forcément des détails de la succession d'accidents nucléaires qui ont eu lieu là-bas, et notamment
un homme dont la rencontre, parce que je suis allé là-bas interviewer ces personnes, m'a marqué. Il s'appelait Djilani Dembaef et je suis rentré dans son appartement. Il vivait dans une vieille bâtisse et j'ai été frappé par cet univers de contamination au bord d'une rivière, presque de ville fantôme, et en même temps de quelque chose de coquet, de domestique. Et on a essayé de reconstituer son espace comme espace central. Après... Voilà, reconstituer, c'est exactement ce qu'on disait avec un souci de vérité, d'honnêteté. Principal, à mon avis, c'est d'être honnête. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous rappelle les ouvrages voilà, Médor qui est sorti depuis... On peut encore le trouver, Chloé, rassurez-nous. Oui, et sur le web. Et sur le web, à partir de maintenant. On ira voir, tiens, si vous prenez votre temps sur ce web. Anne-Cécile Huard, votre récit, j'allais dire roman, sort en novembre. On aura l'occasion de reparler. Le 6 novembre, vous, il y a un spectacle qui arrive bientôt. Oui, on peut peut-être citer le KVS. Oui, donc le spectacle dont je parlais justement tout à l'heure, on va jouer ce spectacle qui s'appelle Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu. C'est un long titre. Voilà, ça se joue le 3 et le 4 décembre au KVS. On tiendra ça avec Grégor, on vous suivra en radio et sur toutes les bonnes ondes. La bande dessinée de Judith Van Nistendal est sortie. Pénélope, précipitez-vous, c'est magnifique, c'est profond, c'est touchant. Et puis il y a aussi un souci effectivement de vérité. Et puis Anne Schiffman, le film Le Mois du Doc, et puis on pourra le voir dans différentes salles. Oui, il y aura des sorties salles prévues, mais on n'a pas encore les dates, et puis une diffusion en télé, mais sans doute en 2020. On rappelle, le titre, c'est L'école du changement. Merci à tous les 6 d'avoir participé à cette discussion autour du documentaire. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités. Bonsoir.